Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors évidemment, ça fait quelques vidéos que je n'ai pas parlé du coronavirus et de cette bataille fratricide du traitement du virus. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 mai et il y a de cela quelques jours, vous en avez certainement entendu parler, est tombé un fameux rapport international publié par un site qui s'appelle The Lancet, qui est un site spécialisé sur la publication des études cliniques et des études d'essais sur des différents traitements, vaccins, et etc., etc. Et évidemment, eh bien, le vendredi dernier, tout d'un coup, on a énormément de médias qui se sont jetés sur cette étude pour tout simplement utiliser la conclusion de cette étude pour dire que finalement, l'hydroxychloroquine eh bien, était néfaste. L'hydroxychloroquine, avec les différents additifs lors de traitements sur 98 032 patients ont révélé qu'il était mortel pour une certaine catégorie de pathologies. Alors en effet, quand on lit cette fameuse étude, alors je rappelle 98 032 patients qui ont été intégrés dans un essai à 4 étapes. Première étape, évidemment, ce qu'on appelle le groupe témoin, c'était un ensemble de personnes à qui on fait croire qu'on va traiter, mais en fait non, c'est-à-dire qu'on va étudier leur comportement, et puis 3 autres groupes dans lesquels on a intégré l'hydroxychloroquine avec soit un traitement seul, soit un traitement avec un combiné, pour évidemment élargir l'échantillon de l'essai clinique. Cet essai concerne à l'échelle internationale, puisqu'on nous dit qu'il y a 671 hôpitaux qui ont participé à cet essai depuis le 20 décembre jusqu'au 24 ou 26 avril. Et donc, cette étude nous fait un état très accablant sur les conséquences graves du traitement à l'hydroxychloroquine, surtout sur des problèmes d'arythmie cardiaque et sur les personnes éventuellement qui peuvent avoir aussi d'autres problèmes assez graves et voire même jusqu'à provoquer une mortalité non négligeable. Donc voilà, évidemment, cette étude très sérieuse, publiée par un site reconnu, signée par 4 éminents professeurs qui ont validé donc cet essai. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi ou ceux qui n'auraient pas eu peut-être la curiosité de s'intéresser à la chose, il faut savoir qu'aujourd'hui, 4 jours ou 5 jours après, eh bien cette fameuse étude a carrément pris l'eau. Pourquoi? Déjà, premièrement, parce que vous avez un certain nombre de professeurs, un certain nombre d'épidémiologistes, oui c'est ça, qui ont quand même soulevé pas mal de questions. La première question, c'est comment est-ce que en l'espace de, je rappelle, 20 décembre jusqu'au mois d'avril, ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, ça fait 5 mois. Comment est-ce qu'en 5 mois, 4 professeurs qui ont signé le rapport peuvent avoir pris connaissance de 98 032 dossiers. Là, en effet, on se pose des questions. Alors, en effet, on va se dire, oui, mais c'est pas ces professeurs qui ont lu tous les dossiers, c'est un ensemble d'équipes, c'est un ensemble de personnel, c'est un ensemble de professionnels qui ont lu les dossiers, qui ont fait des suivis des dossiers, etc. Oui, alors le problème, ça veut dire qu'il y a un financement derrière. Donc le financement, eh bien on l'a su, 50 millions de dollars. Qui a financé? Question posée, on a quelques questions et ces réponses ont été trouvées avec la participation d'un certain nombre de laboratoires, d'un certain nombre d'investissements. Et comme par hasard, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes personnes qui ont des liens d'intérêt avec certains laboratoires. Donc déjà, ça part mal. Ensuite, autre élément quand même assez étrange, on nous dit dans ce rapport que l'essai a commencé le 20 décembre. Je rappelle que la Chine a déclaré le problème épidémique à partir du mois de janvier, mi-janvier.
a commencé à effectuer du confinement et de la quarantaine sur Wuhan à partir de fin janvier ou mi-février. Enfin bon, bref. C'est pas avant le 1er janvier 2020 qu'on a commencé à s'inquiéter d'une possible épidémie. Alors comment est-ce que cet essai clinique a pu commencer à partir du 20 décembre? Ça veut dire qu'il y avait déjà des éléments qui tentaient à prouver que cette épidémie allait devenir une pandémie. Il était évident que si les Chinois avaient commencé des tests avec l'hydroxychloroquine, c'est qu'il y avait déjà des indices qui tentaient à prouver que ça n'allait pas devenir qu'une petite grippette. Ensuite, on se pose la question parce qu'il y a un professeur sur Internet qui, les critiques ont commencé à tomber sur ce rapport, qui nous a expliqué qu'apparemment ce rapport devait faire aussi un essai clinique sur un ensemble donc, de catégories avec un traitement hydroxychloroquine, mais aussi le remdesivir. Le remdesivir aurait été inclus dans cet essai, sauf que les résultats du remdesivir étaient tellement pas plus positifs que l'hydroxychloroquine, qu'ils ont carrément retiré le remdesivir de l'essai clinique. Et on nous a présenté ça, évidemment, comme étant l'enquête, comme étant l'analyse, comme étant l'essai clinique qui démontre que le fameux traitement du professeur Raoul est dangereux. Alors évidemment, je ne vais pas aller dans les détails techniques parce que vous avez des gens qui font des vidéos actuellement sur ce sujet et qui le font bien mieux que moi parce que eux, ils ont parfois même l'expérience, ils ont les compétences et les connaissances pour l'expliquer. Le fait est, c'est que si on prend les résultats donc, de cette enquête, on est sur un taux, par exemple, sur le groupe hydroxychloroquine, on est sur un taux de mortalité de 16,5%, je crois. Donc ça veut dire que l'usage de l'hydroxychloroquine est bien dangereuse. Le seul problème, c'est que quand on regarde les pays qui ont, on va dire massivement utilisé l'hydroxychloroquine, on est quand même vachement loin de 16%. Et si on prend un des endroits où l'hydroxychloroquine est utilisée à forte dose, pas forte dose, mais de façon importante, c'est les pays d'Afrique. Parce qu'évidemment, les pays d'Afrique ne sont pas forcément très riches pour se taper des traitements ou des essais cliniques à 800 ou 1500 $. Donc ils vont au plus simple et au moins cher. Donc l'usage de la chloroquine est donc aujourd'hui utilisé par un certain nombre de pays africains. Or, il se trouve que quand on regarde sur le site officiel de la santé les résultats journaliers mis à jour des chiffres sur les pays africains, on se rend compte qu'on est encore très 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 loin des 16% de mortalité. On est sur du 0,5, du 0,6. Allez, pour les pires, on est sur du 3, voire du 5%. Au pire. 5% étant, je crois, le taux actuel pour les États-Unis. Ou aux États-Unis, je crois qu'on est, oui, à 5%. 5 ou 11%, non 5%, on est sur 5% à peu près, je crois. Vous rectifierez, mais vous verrez que même les États-Unis sont très très loin des 16% de taux de mortalité. Alors qu'aux États-Unis, on utilise de l'hydroxyne et de l'hydroxychloroquine dans certains endroits. Donc, on pose quand même la question. Alors évidemment, on vous explique que oui, mais quand même, l'hydroxychloroquine, c'est bien la preuve que c'est dangereux. Oui, sauf que quand on regarde cette étude de façon un petit peu plus détaillée, on se rend compte quand même qu'il y a des incohérences. Et d'ailleurs, même le professeur Raoul récemment a fait une vidéo où il le dit que cette étude, c'est un grand bazar, c'est un grand n'importe quoi. Et je partage son avis parce que, en effet, le professeur Raoul le disait depuis le début, c'est que l'hydroxychloroquine ne peut pas fonctionner si le patient est déjà à un état avancé de la maladie. Or, pourquoi, dans l'essai clinique, ils ont pris une partie
de gens qui étaient déjà sous respirateur. C'est-à-dire que les gens étaient sous respirateur, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans une avancée de la maladie relativement grave. Et de ce fait, pourquoi les avoir pris dans un essai clinique à l'hydroxychloroquine, sachant que là, en effet, l'hydroxychloroquine les a tués. Là, on se pose la question, on se dit, mais les gens qui ont décidé d'utiliser l'hydroxychloroquine sur des patients qui étaient en ventilation, est-ce qu'ils n'ont pas pris le risque de les tuer? Et enfin, il y a un dernier élément, je ne vais pas aller plus loin avec cette affaire parce que sinon ça ferait une vidéo de 2 heures, mais il y a quand même, moi, quand j'ai lu cette étude, il y a quand même un truc, moi, qui m'a interpellé, c'est que sur l'ensemble du panel des patients, les 2/3 étaient des patients nord-américains. Nord-américains, ça veut dire mexicains, américains et canadiens. Quand vous connaissez l'état de la situation de la santé au Mexique, qui n'est pas florissante, celle aux États-Unis, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin, puisqu'on est quand même sur un modèle de société où des gens ne se soignent pas, où des gens ne consultent pas, même quand ils ont des problèmes de santé, parce que le coût des consultations, le coût des traitements, si vous n'avez pas une bonne assurance santé, eh bien c'est tellement cher que de toute façon, vous n'avez pas les moyens de vous les payer. Donc ça veut dire que parmi les patients américains, ça se trouve, ils ont pris des patients qui avaient des pathologies soi-disant, et qui en réalité, ça se trouve, avaient déjà des antécédents sans le connaître, sans en être conscient. Étant que le Canada, alors au Canada, je ne connais pas trop la réputation du système de santé canadien, mais j'ai quand même quelques amis qui n'ont pas fait un tableau très positif, on va dire. Tant sur les structures que sur les habitudes, on va dire, des Canadiens, même s'ils ont des habitudes alimentaires, des habitudes de vie, des mœurs, etc., un petit peu meilleures que celles américaines, mais quand même, il y a quand même quelques similitudes et quelques conséquences. Donc on se dit, comment est-ce qu'ils ont pu prendre les 2/3 de leurs patients dans des pays où on sait que déjà au niveau santé, on ne peut pas dire que ce soit des populations qui soient en très bonne santé, pour avoir vraiment un bon niveau. Donc déjà là, ça pose énormément de questions. Et puis, il y a aussi le fait que cette étude nous révèle que sur l'ensemble du panel utilisé, donc je rappelle, 98 032 patients sur 671 hôpitaux. Alors, je veux peut-être admettre le fait que les patients qui ont été intégrés à cette étude, on ait pu demander aux hôpitaux de rendre des dossiers en anglais. Je ne suis pas certain. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des dossiers qui ont été envoyés à cette étude dans la langue des pays. Donc ça veut dire que ça rajoute de la logistique, ça rajoute des gens pour traduire ces dossiers, pour qu'ils soient compréhensibles de la part de ceux qui vont valider l'étude. D'accord ? Et là encore, même si on admet qu'il y avait une infrastructure avec du personnel, avec des gens compétents pour aider ces 4 professeurs qui ont signé cette étude, comment tu peux faire une étude approfondie de 98 032 cas en 5 mois? Imaginez, 5 mois, c'est encore le temps. En règle générale, un essai clinique fait dans les protocoles, etc., c'est 6 mois. 3 mois ou 6 mois, tout dépend. Et enfin, je vais terminer là-dessus, sur quelque chose dont j'avais expliqué dans une précédente vidéo, si vous l'avez vu. Je vous avais expliqué sur les essais cliniques comment ça se passait. Et j'avais dit dans cette vidéo, le problème, c'est que on a fâcheuse tendance à croire que plus on prend de patients, plus on va crédibiliser l'efficacité du produit que vous voulez tester. Mais dans cette vidéo, j'avais expliqué, mais si vous prenez un large panel, un large éventail de patients pour un essai clinique, vous augmentez
la diversité, les spécificités pathologiques. C'est-à-dire que quand vous faites des tests cliniques sur 2000, 3000 ou 4000 personnes, encore à la rigueur, vous avez une bonne capacité d'avoir des échantillons, voire utiliser des échantillons similaires pour voir les comparaisons. Rappelez-vous, dans ma vidéo, je vous avais expliqué, prenez 10 personnes avec exactement la même condition physique, la même condition de santé, voire peut-être les mêmes problèmes de santé, ayant quasiment allez, on va pousser encore loin le vice, exactement les mêmes résultats de tests sanguins, de tests cardiaques, etc. Faites un test avec ces 10 personnes. Et vous allez avoir un résultat qui va déjà vous donner que sur les 10 personnes, vous allez peut-être en avoir 5, où les résultats vont parfois être complètement différents. Et refaites une deuxième session avec 10 personnes, en ayant exactement les mêmes caractéristiques, et vous allez rendre compte que le résultat que vous allez avoir avec les 10 personnes va être complètement différent de la première session que vous avez faite. À peu de choses près, vous allez peut-être avoir 3 ou 4 personnes qui vont avoir des résultats similaires de la première session, mais enfin voilà. Donc vous imaginez, quand vous faites un test clinique sur 98 032 personnes, c'est ridicule. Déjà, rien que le chiffre, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Hein. Je le répète, quand on fait des essais cliniques, on essaie de le faire sur quelques milliers de personnes, mais pas sur 98 000 personnes. Là, il est très clair que cette étude a une intention claire, nette, précise, c'est de démolir le potentiel de l'hydroxychloroquine. Et évidemment, en France, on est principalement concerné parce que le professeur Raoult est quand même l'un des fers de lance de ce traitement. Et évidemment, les médias se sont jetés dessus. Alors là, on a tout entendu, que voilà, regardez, la preuve que Raoult est un charlatan, etc. Oui, mais finalement non. Parce que, alors, pareil, encore une fois de plus, on joue sur l'incapacité des gens à être curieux, l'incapacité des gens à aller voir au bout des choses, dans le détail des choses, et se contenter de ce qu'ils entendent, se contenter de ce qu'on leur dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, parce que à la télévision, parce que sur Internet, il y a des gens qui disent, ben voilà, il y a une étude qui a été faite, cette étude elle dit ceci, cela, et vous voyez donc, la preuve elle est là, que l'hydroxychloroquine est dangereuse. Ils vont le croire. C'est le modèle de persuasion. Alors en plus de ça, avec les manipulations aujourd'hui qu'il y a, et puis je vais vous raconter une petite anecdote aussi qui me concerne, parce que récemment sur Facebook, le groupe que j'ai, Info Intox, hier, j'ai 4 avertissements qui m'ont été envoyés par Facebook, c'est-à-dire, ils m'ont averti de 2 articles qui ont été censurés. Alors c'était un article, c'était je crois une vidéo sur le fait que le professeur Montagnier émettait l'idée que ce Covid-19 était plus ou moins peut-être créé. Alors c'est une idée comme une autre, hein, après c'est la capacité de chacun, etc. Mais il semblerait que Facebook, qui travaille avec le décodeur du monde et son équivalent de chez Radio-Canada, qui s'appelle le décrypteur, je crois, ont considéré que cet article était nocif. Donc Facebook m'a censuré cet article, et ils m'ont censuré un autre article, qui était un article sur les statistiques. C'est-à-dire, c'était une vidéo qui démontrait que parfois les statistiques étaient manipulées. Et cette vidéo était tout à fait objective, parce qu'en effet, les statistiques sont manipulées. Eh bien, figurez-vous que cette vidéo est considérée par le décodeur du monde et par le décrypteur de Radio-Canada comme étant de la fausse information, de la fake news. Et enfin, là où j'ai été aussi censuré, et alors là c'est formidable, parce que c'est tout à fait flagrant, c'est un Américain qui est assez connu dans le milieu youtubeur, qui avait fait une vidéo sur l'hystérie qu'il y a aux États-Unis vis-à-vis des gestes sanitaires, des gestes de distanciation et du port du masque. C'est-à-dire que vous avez des gens qui deviennent complètement hystériques s'il y a quelqu'un qui le croise, qui ne les croise pas à plus d'1 mètre, etc. Enfin, vous voyez, c'est l'état de psychose de certains Américains. Et donc il a fait une vidéo là-dessus. Cette vidéo n'a rien de conspirationniste. Cette vidéo n'a rien de fake news, on va dire. Eh bien, cette vidéo a été censurée par Facebook.
Elle a été censurée par Facebook parce qu'en fait, ce monsieur n'est pas du tout apprécié par le Décodeur du Monde et le décrypteur de Radio-Canada. Mais je me pose quand même une question. Alors, heureusement, j'ai pas été bloqué sur Facebook, comme ils font d'habitude, bloqué 15 jours, 30 jours, etc. Mais je m'interroge, je me dis, mais comment est-ce que le Décodeur du Monde et le décrypteur de Radio-Canada peuvent-ils avoir une influence sur mes publications, alors que mes publications, je les fais à partir des États-Unis? Ça veut dire que donc Facebook utilise les recommandations du Décodeur du Monde, qui, ceci dit entre nous, n'est absolument pas du tout objectif, pour censurer ce que des Américains peuvent éventuellement publier. Je suis en train de me demander d'ailleurs si c'est pas quelqu'un du groupe qui m'aurait balancé, parce que ça me paraît bizarre que tout d'un coup Facebook réagisse sur 2 articles que j'ai publiés il y a déjà plusieurs semaines, et une vidéo qui n'a absolument rien de complotiste, rien de fake news, mais qui est juste parce que c'est une vidéo liée à un personnage qui est d'un poil à gratter sur l'internet, et aussi parce que c'est une vidéo qui a été en fait republiée par la page YouTube de Égalité et Réconciliation, qui est le fameux site de Alain Soral. Mais ça n'a rien à voir avec les idées de Soral dans cette vidéo. Donc voilà, je serais plutôt tendance à considérer que y a de la balance. Et ça devient grave, parce que finalement, si aujourd'hui vous avez des gens qui commencent à balancer des informations qu'ils lisent, ou qu'ils voient, ou qu'ils entendent sur Facebook, sur Twitter, etc., d'où d'ailleurs, on revient à cette fameuse loi Avia, hein, qui est assez dangereuse finalement, et bien ça veut dire que ces gens-là vont pouvoir balancer ce qu'ils ne veulent pas que les gens entendent. De toute façon, je vous vous maintiendrai un petit peu au courant si j'ai d'autres censures qui ont été effectuées sur mon site. Je vais déjà m'atteler à faire un petit nettoyage parmi les membres. Malheureusement, ça va être la solution, parce que ça me paraît fortement étrange. Enfin, tout ça, ça rejoint un peu ce que la thématique de cette vidéo, qui est la fameuse enquête de Lancet, publiée. Donc, encore une fois de plus, on est dans un schéma de manipulation. Mais de manipulation où on vous présente en effet une étude, alors à la télévision, sur BFM, ils vous disent oui, une étude internationale, etc. Déjà, ils sont sûrs que 90% des auditeurs qui n'iront jamais sur le site pour aller lire cette étude prouvent que l'hydroxychloroquine, etc., machin. Alors aujourd'hui, il faut savoir que Lancet, le site, et par le biais de l'étude, alors l'étude, ça a fait quand même pas mal de remous dans la communauté scientifique. Il y a énormément de scientifiques aujourd'hui qui sont en train de dire que de toute façon Lancet, ça fait depuis des années qu'ils ont parfois publié des études complètement foireuses. On est de toute façon dans une guérilla de laboratoires pharmaceutiques, puisque comme personne n'a encore trouvé de traitement ni de vaccin fiable, évidemment, ils sont en train de faire comme ce que j'avais expliqué avec Gilead Science aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils essayent, par tous les moyens, de s'imposer comme étant ce par qui les organismes, les États vont devoir passer. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont rien, ou peu, si peu, mais ils vont essayer de démolir finalement le traitement à l'hydroxychloroquine, et ils feront tout. Et là, encore une fois de plus, on a la preuve qu'ils sont capables de tout. Même de publier une étude qui est complètement à charge, qui est complètement biaisée, et le pire, c'est de nous prendre vraiment pour des cons, parce que croire qu'on n'est pas capable de remonter à la source pour déterminer que finalement les 4 professeurs qui ont signé l'étude sont des professeurs maqués avec un certain nombre de laboratoires privés, liés aujourd'hui à cette fameuse guerre des labos pour trouver le brevet. Je rappelle, brevet, pas traitement ou vaccin. Ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est trouver le brevet. Ce qui va leur permettre de faire taxer tout le monde au prix fort.
Je vais terminer cette vidéo avec une information que je n'avais pas lors d'une précédente vidéo concernant le coût du Remdesivir. Rappelez-vous, j'avais dit que le Remdesivir apparemment serait peut-être vendu à 4 000 $. Eh bien, j'ai un chiffre. Le coût de fabrication du Remdesivir, tenez-vous bien, c'est moins de 5 $. J'ai même vu qu'il serait de 75 cents, mais voilà, si on prend en considération les coûts de fabrication, le packaging, etc., on est plutôt sur du 5 $. Sauf que ça, c'est hors répercussion des coûts de recherche. Certains considèrent que les coûts de recherche de Gilead Sciences peut répercuter sur le prix du produit, pourrait en effet faire monter la dose ou la boîte à 1000 $, 1000 $, 1200, 1500 $. Vous imaginez, entre 5 $ la dose, on peut monter à 1000 à 1500 $. Tout simplement parce qu'ils vont évidemment récupérer le coût de recherche, le coût de développement du Remdesivir, qui n'est pas un médicament récent. C'est un médicament qui était déjà en stade de recherche avant l'apparition du Covid. Puisque quand en Chine, ils ont commencé à faire des tests, etc., justement, le laboratoire Gilead Sciences avait demandé aux Chinois de tester en même temps qu'ils testaient l'hydroxychloroquine, de tester le Remdesivir. Et les rapports, on en parle, et le professeur Raoul en a parlé, d'autres personnalités en ont parlé. Ces rapports, ils existent, ils sont disponibles sur Internet, et révélaient déjà à l'époque que le Remdesivir n'était pas concluant, que l'hydroxychloroquine avait des résultats beaucoup plus probants. Mais encore une fois, on le dit, on le répète, et même le professeur Raoul, dans une vidéo, l'avait expliqué, que l'hydroxychloroquine, avant le traitement, il faut tester les personnes, et tester surtout par rapport au risque qu'en effet peut avoir l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire sur les arythmies cardiaques. Donc on teste les personnes on fait des tests cardiaques sur les patients avant les traitements. Il le dit. Mais voilà, on joue complètement sur l'ignorance, on joue complètement sur la non-curiosité des gens pour comparer finalement et se rendre compte que finalement, en effet, cette étude, eh bien, elle prend l'eau désespérément. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont encore nous trouver comme autre parade pour, encore une fois de plus, mettre des bâtons dans les roues de Raoul en France et sur son traitement à l'hydroxychloroquine. Le fait est, c'est que les chiffres en Afrique continuent à prouver que le traitement est un traitement qui fonctionne. Alors, c'est pas un traitement miracle, mais c'est un traitement qui fonctionne. Et puis on va voir un petit peu comment évoluent les choses, sachant qu'on est dans les phases de déconfinement, sachant qu'on est dans les phases de baisse de la maladie, de baisse de la contamination. On essaie de nous faire croire qu'il va y avoir une deuxième vague, mais le problème, si deuxième vague il y a, la deuxième vague, ce ne sera pas dû à la contamination, ça sera dû en partie et majoritairement à l'indigence, à la stupidité, à l'idiotie d'un certain nombre de gens, comme ici on voit aux États-Unis ce week-end, c'était le week-end du Memorial Day, donc c'est-à-dire que les Américains avaient 3 jours pour ce week-end, eh bien ils ont réouvert des malls, ils ont réouvert des plages, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient des comportements complètement à l'inverse de ce qu'on conseillait sur le plan sanitaire. C'est-à-dire que la distance n'était pas respectée, les gens n'avaient pas de masque. On avait l'impression qu'en fait, ils s'en foutaient royalement. Il y a eu des reportages de faits où vous avez des Américains qui te disent, franchement, ils disent, oh, vous savez, moi, le Covid, j'y crois pas, etc. Ah oui. Non, mais c'est grave. Donc, si deuxième vague il y a, c'est certainement à cause de... Déjà, ici, en Caroline du Nord, les derniers jours n'ont pas été très prometteurs, puisqu'on a eu un nouveau pic de contamination ces 3-4 derniers jours, avec, je crois, 6 ou 7 autres États, mais qui ne sont pas du tout une surprise, qui ne sont pas du tout étonnants, puisqu'encore une fois, je vous le dis, on déconfine, mais on a des gens qui en ont rien à foutre et qui font des conneries. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, surtout en plus qu'on approche, on est bientôt au mois de juin, on approche la période estivale, ça va être gentil.
Et pour ce qui nous concerne, protégez-vous, respectez les règles sanitaires, et d'ici là qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Quoi de neuf, portez-vous bien.